à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le club épisode 113. Et oui, 113 fédérations qui se sont succédées en 5 ans sur ce plateau du club. Et aujourd'hui, un nouveau venu, donc c'est l'ADN de cette émission aujourd'hui, la Fédération française d'aéromodélisme. Nouvelle discipline, nouveaux acteurs évidemment autour de moi pour parler de cette fédération et de ses pratiquants. Au sein de la fédération, il y a un président. Il est avec nous, évidemment. Laurent Henry nous fait l'amitié d'être là. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Prêt pour passer cette demi-heure en notre compagnie? Impeccable. On a hâte de découvrir cette discipline parce qu'aéromodélisme, on utilise souvent le terme finalement sans trop savoir véritablement de quoi il retourne. Alors, grâce à vous et à vos pratiquants qui sont avec nous, on va pouvoir découvrir tout ça. Parmi ces pratiquants, Alex Gouillon est avec nous. Alex, ça va? Ça va, merci. Bienvenue, manche courte, je vois. Ah oui, c'était même le dress code, j'ai l'impression. C'était un peu le dress code. Vous êtes chef d'une équipe de France. Ça veut dire quoi, chef d'ailleurs? On en reparlera, mais je pense que le terme anglo-saxon de team manager est plus adapté que chef d'équipe. Il s'agit de gérer une équipe pour que tout se passe pour le mieux. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir des résultats. Il faut connaître techniquement les choses et il faut aussi savoir bien s'exprimer. Mais tant mieux, on est au bon endroit pour parler de votre discipline. Alex, face à vous, Marie-Ange Gros. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Vous êtes championne du monde et d'Europe féminine dans l'une des catégories que l'on va aborder. Oui, Félicitations. merci. C'est lapidaire, voilà, bam, carré, ouais. Et oui, c'est comme ça. Oui, j'ai réussi un petit peu dans ma carrière sportive. Merci d'être avec nous. Depuis Montbéliard, vous avez fait le chemin pour venir à vous et on vous en remercie. Et puis pour finir autour de ce plateau, en tout cas, Romain Gallet. Salut Romain. Bonjour. Je me permets le petit salut, je me permets de te tutoyer, ça t'embête pas? Non, ça va. Même si du haut de 13 ans, ton palmarès voudrait qu'on prenne un petit peu de distance. Tu es champion du monde junior et il avait 12 ans puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire mon cher Romain, merci du coup d'être avec nous. D'abord sécher un petit peu l'école, mais ça on le dira pas trop fort pour les professeurs, d'accord? Promis. Et puis à distance, un de tes camarades en équipe de France et chez les juniors, Antonin Paysan Leroux depuis Rennes. Bonjour Antonin. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et vous? Oui, super. Merci de nous accompagner pendant cette demi-heure et d'avoir fait pause, d'avoir appuyé sur pause dans le cadre de tes études. On part pour une demi-heure donc au cœur de l'aéromodélisme français. Sans plus tarder, première partie de cette émission. Première partie que l'on intitule « Fait décodage ». Oui, on va essayer de décoder avec vous, Laurent, mais pas que, évidemment. Les pratiquants sont là aussi pour ça. Votre fédération, les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Voilà le slogan ambitieux, mais réaliste de votre fédération qui a été créée en 1966. Laurent, vous êtes le président de cette fédération. Vous avez débuté un second mandat. Question toute simple d'abord. L'aéromodélisme, qu'est-ce que ça? De quoi parle-t-on? Alors, c'est relativement simple. L'aéromodélisme, c'est de faire voler des machines volantes, quelles qu'elles soient, en étant, comme on le dit dans notre slogan, les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on les pilote à distance, en vue, on garde toujours les machines à vue, et on les fait voler comme des modèles normaux. D'accord. Donc, si je suis modéliste, que j'aime faire des réductions, que je suis un peu bricoleur, mais que c'est statique, même si je fais un avion ou quelque chose qui a vocation à voler, comme c'est statique, je ne fais pas de l'aéromodélisme. Alors, c'est la différence, on va dire, entre le maquettisme, Ouais, du coup, qui c'est ça. est plutôt statique, D'accord. et le modélisme qui, lui, va avoir des modèles qui sont effectivement en mouvement, qui ont vocation à être pilotés. Donc, machine volante en réduction, c'est un résumé qui se tient? Pas que, parce qu'on n'a pas que des machines volantes, on n'a pas que des réductions de choses qui volent. D'accord. Aujourd'hui, on a effectivement des avions, des hélicoptères, des montgolfières, des fusées, parce qu'on fait aussi de l'astromodélisme, donc des choses qui sont des répliques de machines existantes. Mais il y a aussi des choses plus farfelues qui arrivent à voler, ou les petits drones aujourd'hui, comme on voit se développer, qui ne sont pas des reproductions de choses réelles. D'accord. Alex, vous êtes donc chef d'équipe F5J. Oui. Eh oui, F5J. Alors, derrière l'intitulé un petit peu baroque,
Est-ce que vous pouvez nous décoder ce que ça signifie ? Et puis, au-delà de ce décryptage, nous expliquer un petit peu le fonctionnement des diverses catégories. Alors peut-être pas dans le détail parce qu'il y en a beaucoup, mais comment on en vient à nommer des épreuves F5J par exemple. Alors F5J, c'est un code en fait. D'accord. L'aéromodélisme, comme toutes les disciplines sportives aéronautiques, est régi en France par la Fédération française d'aéromodélisme, mais à l'étranger par la Fédération aéronautique internationale. Et c'est cette fédération qui classifie les différentes catégories dans les différentes disciplines. Okay. Pour ce qui est de l'aéromodélisme, les catégories, c'est un répertoire. On commence par F, et après un numéro, 1 pour les catégories de vol libre, 2 pour le circulaire, 3 pour les avions radiocommandés, 5, ce qui nous concerne, c'est la discipline planeur moteur électrique. D'accord. Et la lettre J, c'est le numéro d'apparition. Nous sommes une catégorie jeune. Il y a eu avant nous des F5A, F5B, F5... Voilà. D'accord. Donc F5J correspond à un règlement dans la classification de la Fédération aéronautique internationale. Vous avez la vocation à faire tourner l'alphabet, quoi. Absolument, et on espère que les 26 lettres suffiront. Donc vol libre, vol circulaire, vol radiocommandé, astromodélisme même, vous nous avez dit, Président. Ça veut dire qu'en plus, potentiellement, d'aimer bricoler, plus d'avoir cette envie justement de lever les yeux au ciel aussi, il faut des connaissances, j'imagine, et surtout si on parle de vol libre, en aérologie, j'imagine, en tout cas des rudiments. Comment ça se passe ? J'ai bon déjà, ou est-ce qu'on peut se lancer sans ces connaissances-là ? Alors, on peut se lancer sans ces connaissances, on va les apprendre justement. Nous, on a des clubs aujourd'hui, des clubs formateurs qui sont là justement pour apprendre aux gens qui veulent débuter comment on fait. Comment on commence à construire un modèle, comment est-ce qu'on l'assemble pour qu'il soit droit, pour qu'il vole correctement, comment est-ce qu'après on va apprendre à le piloter, et puis plus tard faire de la compétition. Donc l'idée c'est d'apprendre par étapes, et puis après de se perfectionner. Ce que vous dites par exemple l'aérologie, c'est un peu plus tard que ça vient, c'est quand des gens font de la compétition comme on a aujourd'hui, ils vont aller chercher justement sur un terrain où sont ces zones qui portent ou qui portent moins. Donc c'est des choses qu'on apprend mais qu'on apprend un peu plus tard. Donc on apprend par étapes. Oui, parce qu'il me semble qu'on peut commencer dès 7 ans, théoriquement en tout cas. Alors, on a le gros avantage, aujourd'hui, on fait partie de la famille aéronautique, l'aéromodélisme est la porte d'entrée pour l'aéronautique. On a plein de gens qui aujourd'hui font des carrières aéronautiques, des pilotes, qui ont commencé leur carrière par l'aéromodélisme. Et on a l'avantage de pouvoir prendre les enfants très jeunes, parce qu'on peut leur faire des petits modèles qui vont voler dans une pièce comme ça, les apprendre à la régler, à la coller, et donc de leur faire toucher ce monde passionnant de l'aéronautique très très tôt. Ça a été ton cas, je crois, Romain ? Oui. Tu as donc 13 ans aujourd'hui, mais tu as déjà 6 ans de pratique en fait. Oui. C'est ça, tu as commencé à cet âge plancher, dirons-nous. Tu te rappelles de ta première ? Tu te rappelles de ce que tu as fait ? Tu te rappelles déjà pourquoi tu y es allé ? Ça, j'imagine que tu te rappelles ? Parce que mon frère, il en faisait. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a branché ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Battre les autres. Ouais. C'est vrai ? C'est la compétition ? Oui. D'accord. Et la sensation de construire, de voler, est-ce que ça c'est quelque chose qui te plaît aussi ? Et comment tu organises ton agenda au quotidien ? Je préfère voler que construire. C'est vrai ? T'es pas un énorme bricoleur par rapport à ça. Ton grand frère, c'est Adrien, je crois, oui. qui en fait même un bon niveau, il me semble. Il a plus de 20 ans. Oui. Quel a été son premier conseil ? Tu te rappelles pas ? Antonin, c'est pareil pour toi. Je crois que c'est la famille qui a été ton premier atout dans la découverte, non ? Oui, c'est ça. C'est mon père qui m'a initié à l'aéromodélisme. Au début, j'ai commencé à apprendre avec du vol circulaire déjà à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis après, à faire des vols avec des avions d'école. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, on s'est développé. Il m'a appris à la compétition et c'est un domaine dans lequel je me suis épanoui.
On en voit en ce moment quelques images de compétition, la partie compétition évidemment avec nos invités, on aura l'occasion de la développer. Marie-Ange, est-ce que c'est vite ludique? Est-ce qu'on prend vite du plaisir dans cette discipline ou est-ce qu'il y a quand même un socle, des bases qu'il faut connaître? Il faut des bases, bien sûr, hein, puisque moi j'ai commencé avec un coach, entre guillemets, et qui m'a montré les bases avant de pouvoir me lâcher. Et une fois que je volais toute seule, j'ai pu entamer la compétition petit à petit. Alors, vous avez la particularité, à l'inverse peut-être de ces deux garçons, d'avoir découvert un petit peu plus tard la discipline. Comment ça s'est fait pour vous, cette découverte? Ça a été, je devais avoir 43 ans, donc ça fait déjà un petit moment, mais sur le tard, oui, pour des raisons un peu particulières. J'ai été initiée par un ami pour être à l'extérieur, pour être libre et pour profiter. D'accord. Et voler, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être tranquille, d'être dans la nature et de ne pas être enfermé justement sur le console, comme on discutait tout à l'heure, et de pouvoir s'aérer la tête, le corps, etc. Donc une philosophie de vie plus encore qu'une simple pratique. Laurent, quand on veut débuter, on doit obligatoirement s'adresser à l'un des 800 clubs en France? Alors, enfin, obligatoirement. Obligatoirement, je vais vous répondre non. Après, je pense que c'est préférable parce que, comme tout, quand on essaye, c'est quand même un sport mécanique, il y a quand même des bases à apprendre, des modèles qui coûtent. Pour débuter, il y a un petit budget à mettre, donc ça coûte un petit peu d'argent. Et il vaut mieux le faire par l'intermédiaire d'un club qui dispose souvent de matériel d'apprentissage, de matériel en double commande, un peu comme les auto-écoles. Si on a un moniteur qui a une commande et puis on a l'élève, s'il y a une bêtise qui est faite, le moniteur reprend la main, ça évite de casser son matériel. Donc il vaut mieux passer par un club avec des gens qui sont là pour vous apprendre les bonnes méthodes et puis après de pouvoir évoluer tout seul de façon un peu sécurisée. Déjà, de prime abord, surpris de ce maillage territorial. Félicitations, 800 clubs, c'est quand même pas anodin sur le territoire. Et au-delà de certains conseils en termes d'aérologie, conseils ou devoirs, il y a aussi peut-être des règles aéronautiques à suivre, de réglementation, n'est-ce pas? Alors, il y en a pas mal. C'est pour ça que c'est bien aussi que les gens passent par des clubs parce qu'il y a effectivement, on est un peu contraint sur le sujet depuis les problèmes de drones qu'il y a eu en 2014. Donc on est sous une réglementation qui est un petit peu contrainte. Cet espace aérien, là, oui. De l'utilisation de l'espace aérien, qui est un espace partagé, des risques qu'il peut y avoir, parce qu'on sait que c'est des modèles qui peuvent être mal utilisés ou avec mauvaise intention. Donc oui, il y a aussi cet aspect réglementaire qu'il faut appréhender. Alex, au niveau du matériel qui peut être fourni dans les clubs, est-ce que vous avez pu expérimenter chez vous une utilisation qui serait complexe pour les gens ou votre première fois, elle s'est passée facilement, la découverte, l'initiation? Bon, alors moi je suis un ancien modéliste, un modéliste de longue date, donc c'est encore mieux à savoir. Les souvenirs à l'époque, pour parler comme ça, on démarrait sur des planeurs de vol libre, non radiocommandés, donc il y avait toute une progression qui se gérait. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, les jeunes arrivent, très souvent, ils veulent faire de la radio. Donc, comme Laurent le disait, on va démarrer avec du matériel pédagogique. On a des avions dans les clubs ou des planeurs d'apprentissage. Très rapidement, le pilote, le jeune élève, va vouloir son modèle, c'est clair. Et souvent, parfois, ils arrivent avec leur modèle. Ça s'est mal passé parce qu'ils ont essayé tout seuls. Ils viennent voir un club pour essayer d'apprendre. Ça, c'est la démarche. Après, c'est classique, on va dire. Voilà, c'est la démarche classique. Mais il n'y a pas d'obstacle majeur. Il faut savoir, effectivement, s'adresser au club et se dire qu'effectivement, comme le disait Marie-Ange, il y a une progression. On ne démarre pas comme ça du jour au lendemain.
En ce qui concerne ces informations-là, vous nous disiez que les clubs avaient du matériel qui pouvait aider et favoriser cette initiation. Ça peut être un frein aujourd'hui, le prix de ces matériels. Vous avez une fourchette pour aiguiller celles et ceux qui ne connaissent pas la discipline? On va commencer pour un fourchette de prix, j'entends. Oui, un avion école tout équipé avec la radiocommande. On va dire qu'aux alentours de 300, entre 300 et 400 €, on arrive à trouver du matériel. Donc, c'est pas excessif. Nous, ce qu'on conseille quand même aux jeunes qui veulent commencer, c'est plutôt de venir essayer dans les clubs. Ça ne sert à rien d'acheter son matériel. Venir essayer dans les clubs. Et puis, si on accroche, après, il y a moyen d'acheter son propre matériel. Mais voilà, c'est pas, contrairement à l'image qu'on peut avoir, c'est pas un sport loisir qui est excessivement cher quand on veut débuter. Et comme tout, quand on va rentrer dans la compétition, après les montants vont un peu s'envoler. Mais quand on est sur de l'apprentissage de base, on peut commencer avec des moyens assez modestes. On a entendu tout à l'heure Romain rapidement donner sa motivation le concernant. Est-ce qu'on peut, et là c'est vraiment pour intéresser aussi des éventuelles personnes qui ont le crush en voyant nos images, est-ce qu'on peut se lancer sans être sur un kit de construction même préconstruit ou 100% construit? Est-ce qu'on peut se désintéresser un peu comme un pilote de F1 qui n'aimerait pas la mécanique par exemple? Ça paraît incongru, mais des fois ça peut arriver. Est-ce qu'on peut être intéressé uniquement par le vol, clairement? Est-ce que c'est quelque chose, cette sensation qui peut être la seule qui nous intéresse? Ou est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait envie de se lancer, quand même, il va falloir que tu t'intéresses à tout ça? Je pense qu'à un moment donné, les gens sont obligés de passer par des aspects techniques, par un petit peu de construction ou de réparation, parce qu'il y a aussi des fois, on a des petits soucis en vol, donc il y a toujours un peu de réparation à faire. Par rapport à avant, aujourd'hui, on arrive à trouver dans le commerce des kits qui sont plutôt ce qu'on appelle ready to fly, donc prêts à voler. Il y a un peu d'assemblage à faire, il n'y a pas beaucoup de construction. Donc il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des jeunes qui, comme le disait Alex, arrivent dans les clubs avec du matériel qui est déjà prêt parce que les kits existent dans le commerce et sont prêts à voler. Antonin, avec ton papa Christophe, qui est quand même une icône de la discipline, multiple champion continental du monde, ton approche, elle a peut-être été un petit peu différente, mais toi, cet aspect mécanique, construction, c'est quelque chose qui t'anime ou vraiment, toi, c'est vraiment les yeux dans le ciel qui t'intéressent? Alors moi, c'est pareil, la mécanique, je ne suis pas trop un bricoleur. C'est vraiment, le fait de voler, c'est la sensation qui fait que j'aime piloter, quoi. C'est extraordinaire de se dire que ce qu'on a entre les mains, c'est ce qu'on va voler, quoi. Ouais. Donc, Alex, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'il y a plusieurs profils de modélistes, en fait. Ouais. À une époque, il était inconcevable, et d'ailleurs même interdit, de concourir avec des modèles qu'on n'avait pas construits. C'était vraiment, la base était de savoir construire. De A à Z, quoi. On était dans une expérience à 360. Absolument. Okay. Avec des vertus pédagogiques derrière. Aujourd'hui, il y a des compétiteurs, Romain en est un, il l'exprimait tout à l'heure, qui savent comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas ça qui les passionne, c'est ce que vient de dire Antonin. Il y a des pilotes, mais néanmoins, et je rejoins Laurent, on ne peut pas faire de modélisme sans savoir comment on programme une radio, sans s'intéresser à... Donc, de toute façon, il y a une dimension technique, oui. Mais il y a des passionnés de la technique et il y a des passionnés de la tête dans les nuages. Les deux cohabitent. Bien sûr, et puis il faut s'adapter aussi à un phénomène aussi générationnel, un consumérisme qui est dur en termes d'attractivité. On a des parcours relativement habités par le côté familial, même si Marie-Ange dénote évidemment dans ce casting-là. Justement, comment on draine, comment on arrive au niveau fédéral à aller chercher c'est des nouveaux publics, c'est des initiatives ou des initiations à l'école, c'est des activités proposées dans le cadre de portes ouvertes, que sais-je, comment ça fonctionne, Laurent ? C'est exactement ça, c'est ce qu'on essaye de faire, essayer d'aller rentrer dans les écoles par des conventions, avec des clubs qui passent des conventions avec des établissements scolaires pour aller faire des journées de découverte ou d'initiation dans les écoles, d'organiser des stages, organiser des journées portes ouvertes sur les terrains pour faire venir
pour faire venir du monde. Bon, je ne vous cache pas que c'est un vrai sujet chez nous aujourd'hui, de recruter des jeunes, parce que les jeunes partent sur plein d'activités aujourd'hui. On en parle souvent sur ce plateau, je vous rassure. Je me doute qu'on a le même problème que beaucoup d'autres fédérations, mais donc on a plein d'initiatives qui se font, mais qui se font au niveau local, au niveau des clubs. Très bien. Et aujourd'hui, une fédération qui a combien de licenciés ? 22 000. Très bien. Ça mais reste loin d'être anonyme. Mais qui est en baisse à cause justement de ces problèmes réglementaires dont je parlais tout à l'heure, qui nous plombent un peu depuis quelques années. Qui sont un combat. C'est ça. Faut faire valoir ses droits auprès des instances. Mode de recrutement ou pas, ça c'est le président qui nous le dira. La compétition, parce qu'évidemment c'est la vitrine de cette discipline, surtout que l'école française est vraiment à la pointe. On en parle dans la deuxième partie d'émission. Et oui, effectivement, je ne sais pas si c'est un biais de recrutement, parce que généralement, il faut avoir aussi un cercle vertueux, un écho médiatique et des retombées. Mais force est de constater qu'il y a une vraie culture française de l'aéromodélisme dans les résultats. On n'a cité que des champions du monde ou d'Europe, les deux, qui sont avec nous sur ce plateau. Laurent, je vous sollicite donc à nouveau dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui fait la culture française de l'aéromodélisme ? Je crois que la France a toujours eu une culture aéronautique assez forte. Vous le disiez en introduction, la fédération a 60 ans, le modélisme, l'aéromodélisme en France a bien plus que ça, puisque ça avait commencé avant. Et avec des disciplines du vol libre, un peu plus tard du vol circulaire, et puis encore après la radiocommande, quand la technologie l'a permis, les premières disciplines sont des disciplines qui ont été très vite orientées vers la compétition. Donc il y a vraiment eu une culture de la compétition dans le vol libre, dans le vol circulaire, et qui s'est drainé après dans les autres catégories de radiocommande, avec la voltige, parce que la voltige que pratique Antonin, ça a aussi été toujours une vitrine. Et donc il y a cette culture de la compétition qui se perpétue depuis les années 60, je pense. 25 équipes de France, toutes disciplines confondues, juniors et seniors. Marie-Ange, quand est-ce qu'un destin international de sélectionner en équipe de France s'est présenté à vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Ouais. Oui, je m'en souviens. C'est quoi ? C'est de la surprise à ce moment-là ? C'est de l'envie ? C'est de l'émotion ? Il y a un peu tout. En fait, j'ai participé à une tombola. D'accord, donc là, jusque-là, c'est loin. J'ai participé à une tombola de F3J et j'ai gagné le planeur qui était en premier lot. Donc je me suis mise à faire du F5J. Avec mon coach Jacques, on a équipé le planeur F3J en F5J. D'accord, on l'a motorisé au final, voilà. Oui, tout à fait. Et puis après, je suis partie faire des compétitions, pour le loisir dans un premier temps. Puis de fil en aiguille, j'ai été repérée, on va dire, par Michel et Alex, entre autres, qui par la suite m'ont demandé si c'était OK pour intégrer l'équipe de France en tant que féminine, puisqu'ils n'en avaient pas. Vous l'avez vu voler, quoi, Alex, en fait. Ouais, voilà. Ils ont repéré la pépite. Et puis, donc avec mon coach, on en a discuté, puis on s'est lancé là-dedans. On est allé au championnat d'Europe en 2022 pour représenter la jante féminine, et puis on est revenu avec la médaille d'or. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C'est du Coubertin, mais en plus, quoi. Voilà, la première Marseillaise, comme ça, avec le drapeau français sur les épaules, on en rêve tous, quoi. Alex, à ce sujet, quand même, il faut mettre un contexte important pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on juge ? Enfin, qu'est-ce qui est en compétition jugé ? C'est un parcours chronométré qu'on doit effectuer ? Comment ça se passe ? Eh oui. Ça dépend tout à fait des disciplines, des catégories. D'accord. Si on parle du F5J, ça va être de la durée, donc savoir utiliser... La catégorie, en gros, c'est faire des vols de 10 minutes et de revenir sur la cible pour avoir des points de précision. D'accord. Avec des pénalités en fonction du temps moteur. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a une stratégie. Savoir perdre le moins d'altitude au départ. D'accord. Savoir sentir là où ça va être bien. Ça veut dire réussir un lancer ?
convenable. Ça veut dire partir, couper pas trop haut, Ouais, d'accord. dans la bonne zone, et tenir 10 minutes et revenir sur la cible de manière précise. Ça suppose savoir piloter, comprendre l'aérologie. Il y a beaucoup de tactique aussi, puisqu'on vole à plusieurs sur une ligne. Donc ça va être du marquage individuel. C'est très tactique le 5J. C'est très ludique du coup. Alors, autrement dit, planeur radiocommandé, motoplaneur électrique de durée thermique, c'est ça le terme technique? C'est ça, oui. Voilà, pour ce qui vous concerne. Chef, et chef, ça veut dire quoi, chef d'équipe alors? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le chef d'équipe, je préfère le terme anglo-saxon, un team manager. Pourquoi? Parce que mon rôle, c'est de faire en sorte que les pilotes puissent se concentrer d'une part sur leur préparation et après sur la compétition, qu'il n'ait aucun souci, rien comme problématique. On y arrive plus ou moins, c'est ma mission. Et d'un point de vue sportif, mon rôle, c'est d'organiser la sélection, déjà de monter cette équipe, de suivre la préparation. Et individuellement, les pilotes n'ont pas besoin de moi. Mais par contre, il y a tout un travail de préparation. Et pendant la compétition, c'est assurer la cohérence de la stratégie pour optimiser le résultat. On vole avec des résultats individuels et des résultats par équipe. Parfois, il faut arbitrer. Parfois, il faut prendre des risques par rapport aux résultats d'équipe pour privilégier des pilotes en individuel. C'est ce qu'on a fait un peu cette année. Parfois, on va prendre des risques, on va privilégier un classement par équipe si on sent que c'est ça qui va pouvoir arriver. Donc ça, c'est mon rôle. Mais je suis chef, nous sommes tous des... Oui, en tout cas, la palette est large. La palette sur les épaules est large en étant team manager. Ça a plutôt bien marché en tout cas, parce que sur les derniers mondiaux qui ont été disputés cet été au mois d'août, l'été dernier en Bulgarie, Romain, tu as été donc sacré champion du monde junior. Cocorico, félicitations. Merci. Ton frère champion du monde aussi chez les grands, c'est ça hein? Oui. Chez les seniors. Et Marion, championne du monde également. Voilà, donc déjà c'est plutôt pas mal autour du casting de ce plateau, Alex. Mais du coup, par rapport à ce que vous nous disiez sur privilégier équipe ou individuel, c'est un peu le cas, 8e place par équipe, c'est ça? Oui, alors... C'est un choix ou c'est une déception? Alors, c'est pas une déception. Déjà, on doit dire aussi, il ne faut pas oublier que les juniors ont été vice-champions du monde par équipe. Ah! Déjà, ça c'était une chose. Parallèlement, les J'ai scrollé trop vite sur les résultats. Pardon. Mais c'est pour ça que je me permets de le rappeler, parce que c'est quand même non négligeable de la part de ces jeunes-là, dont certains sont arrivés dans la compétition il y a juste 2 ans. Hein. Ah oui, effectivement. Bon. En senior, ce que ne dit pas l'histoire, c'est qu'on a été 4e pendant très longtemps. Après, on s'est un tout petit peu pris les pieds dans le tapis la dernière journée. On a eu deux mauvais vols. Et ça, là, ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe jeune, en construction. On a fait des performances remarquables toute l'année sur le circuit Eurotour, qui est le circuit des compétitions européennes. Et on arrivait, on savait qu'on n'était pas les meilleurs. On n'a pas pris de risque. On a privilégié des podiums en individuel. On ne pouvait pas aller chercher ce podium. Mais on se prépare pour cette année en Roumanie. Et dans 18 mois, l'Argentine pour le championnat du monde. C'est pas mal en termes de voyage. Quand on est dans l'aéromodélisme, on aime voyager, ça fait des belles destinations. Romain, c'était comment? Partir comme ça, en plus avec ton frère, revenir avec une médaille. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon. C'était incroyable. Incroyable? Tu retiens vraiment quoi, le voyage, la compétition? Ouais. C'était une médaille d'or comme ça, c'était comme un rêve qui se réalisait? Pas un rêve, mais un travail toute l'année. Ah ouais, déjà. Et ce serait quoi le rêve alors? Essayer de garder le titre. Tu auras plein d'occasions, vu que tu l'as obtenu à 12 ans. ça risque de se prolonger. C'est formidable tout ça, dis donc. Et est-ce que c'est quelque chose, tout petit, en t'endormant, que tu imaginais représenter ton pays, avoir une médaille? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais, qui te faisait rêver? Pas rêver, mais un objectif. Ah oui, déjà, tout petit. Le sport, toujours. Et Antonin, de ton côté, représenter ton pays, est-ce que toi qui avais ce modèle-là avec ton papa à la maison, tu voulais emboîter le pas, embrasser ça, ou ça ne s'est pas véritablement imposé à toi, il n'y a pas eu de pression? C'est quand même, il y a une pression. C'est quand on fait de la compétition à ce niveau-là, on observe déjà. Quand c'est le premier championnat du monde, pour ma part, on regarde tous les autres pilotes, l'équipe japonaise, l'équipe américaine avec de grands yeux.
Et il y a quand même une grande pression. On se dit, faut qu'on aille essayer de les chercher, essayer de se donner le meilleur de soi-même. Et puis, pour ma part, j'ai jamais vraiment rêvé d'être champion du monde quand j'étais petit, mais de voir mon père monter sur le podium, par contre, ça me faisait rêver, quoi. Ouais. Et ça, c'est des moments. J'ai fait le tour du monde grâce à lui, et puis de monter moi sur la marche, c'est vrai que ça fait quelque chose aussi. Et c'est là où on se rend compte que, comme a dit Alex, c'est un travail qui à la fin il aboutit, et quand on monte sur le podium, c'est génial, quoi. Donc Alex le disait tout à l'heure, voltige pour toi, F3A, c'est ça la catégorie. Il y avait de la fierté à la maison que le fils embrasse aussi les podiums. Oui, oui. Mon père, je pense qu'il était très fier. Quand on monte sur le podium, on voit aussi tous ceux qui nous soutiennent derrière, parce que la famille, forcément, c'est ce qu'on voit en premier plan en termes de fierté, mais quand on voit aussi toute l'équipe F3 qui était derrière nous, ça c'était une grande force, je pense, pendant la compétition. Ça, c'est aussi des encouragements, et ça nous pousse encore plus à être content du résultat, et c'est aussi grâce à eux qu'on est aussi fiers. Et l'équipe aussi m'a permis un peu, entre guillemets, d'être sur cette marche, parce que ça n'a pas été facile non plus. Il y a eu des problèmes techniques avant, et on est encore plus content d'être arrivé sur le podium avec tous les ennuis qu'il y a eu, quoi. Vice-champion du monde par équipe avec son papa, c'est pas mal quand même comme expérience. Bilan de cette année 2023, Laurent, sur les compétitions, mais plus généralement sur la vie de cette fédération. Écoutez, je pense qu'en termes de résultats sportifs, 2023 a été pas mal. On a quand même eu des résultats un peu historiques avec cette équipe F5J. Je pense qu'elle l'a montré. On a eu d'autres titres de champion du monde en planeur lancé-main. On a un titre de champion du monde en voltige en indoor. On a des jeunes comme Antonin ou en vol libre qui ont aussi ramené des médailles. Donc je pense que c'était une bonne année. C'était aussi une première pour nous, puisqu'on a 6 disciplines qui ont été reconnues cette année sport de haut niveau. Donc on avait pour la première fois la première fois en aéromodélisme, on avait 9 sportifs inscrits sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau, de par leurs résultats de l'année d'avant. Donc c'était vraiment une belle année. Et également, et je pense qu'il faut le citer, un gros championnat du monde qui a eu lieu, un championnat du monde de vol libre qui a regroupé à Moncontour dans la Vienne presque 650 compétiteurs pendant une semaine, qui a été d'une très très belle organisation par le club de Moncontour. Donc voilà, une bonne année 2023. D'accord. Et des démos Place de la Concorde pour Paris 2024 ou pas? On est en train de réfléchir, mais faire voler c'est compliqué. C'est terrible, niveau sécurité là. C'est très très compliqué. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. C'est passé très très vite, plus long qu'un vol, mais on n'a pas vu le temps passer malgré tout. Une émission dédiée à Michel Osiepka, vice-président de la fédération, malheureusement décédé il y a un petit peu plus d'un mois. Toutes les équipes de sport en France s'associent à la fédération pour accompagner le deuil de ses proches. Toutes nos condoléances. Et pour terminer sur une note un petit peu plus légère, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience aéromodélisme avec un épisode qui a été dédié au club de Lille dans notre émission Feuilleton qui s'appelle Mon Club. C'est évidemment visible, téléchargeable sur l'appli Sport en France et sur le site internet. Merci en tout cas à tous les 5, Antonin également, de nous avoir accompagnés. Ça a été un plaisir de découvrir la fédération. Toutes les équipes fédérales de Laurent sont à votre dispo si vous avez eu le coup de cœur, vous aussi, pour cette discipline. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro du club. D'ici là, portez-vous bien.